Je vais céder la parole à Mathieu Hélinger qui va nous parler de traumatologie et donc de plaques verrouillées en chirurgie mini-invasive des fractures. Communication qui sera modérée par le professeur Thierry Béguet. Tout d'abord, je voudrais remercier François de m'avoir permis de discuter dans cette noble assemblée de l'évolution de l'ossosynthèse par plaque, notamment la plaque verrouillée en chirurgie mini-invasive, qui est une spécialité de la maison, j'allais dire. Donc, par définition, un système par plaque verrouillée correspond à la fixation de la vis dans la plaque. Autrement dit, il s'agit d'un montage monobloc qui a été qualifié dans la littérature de véritable fixation interne, vis plus plaque. Un petit mot d'histoire pour dire que cette invention est française, et je rejoins Nicolas sur l'histoire de la prothèse d'épaule, avec un brevet qui a été finalement obtenu en 1933 par Paul Reinbold à Paris, avec finalement une commercialisation par la société Collin dès 1935. Et on voit ici les bases de la conceptualisation technique, autrement dit la nécessité d'un canon de visée pour mettre en place ces vis verrouillées dans la plaque. Quel que soit le fabricant, quel que soit le type de verrouillage de la vis dans la plaque, quel que soit le type d'angulation possible de cette plaque, mono ou polyaxiale, l'objectif est finalement le même. Il est unique et il est d'obtenir une stabilité primaire de cet implant, autrement dit indépendante de la force de serrage de la plaque sur l'os, autrement dit indépendante de l'effet friction et surtout indépendante de la qualité osseuse. Pour mieux comprendre cette évolution de l'ossosynthèse par plaque, il faut la comparer au montage standard. La vis standard aura une lame classiquement plus fine, un filetage large et asymétrique, car elle est soumise à des contraintes à l'arrachage essentiellement, alors qu'une vis verrouillée aura une lame beaucoup plus large, un filetage beaucoup plus fin, régulier, symétrique, avec un contact avec l'os beaucoup plus important. La progression sera donc facilitée au niveau osseux et surtout elle ne travaille pas en arrachage, mais elle a une résistance en cisaillement et en flexion beaucoup plus importante. La tenue d'une plaque standard se fera par effet friction, c'est-à-dire l'importance de la compression de cette plaque sur la corticale osseuse, ce qui nécessite un contact intime avec l'os. Mais malheureusement, malgré ceci, la résistance en contrainte axiale est finalement diminuée. Un petit film pour objectiver la chose, autrement dit, les contraintes qui s'exercent sur l'os vont être absolument absorbées par la force de contrainte de la plaque sur la corticale osseuse. Vous avez bien compris que cette tenue va dépendre de la qualité de la fixation. Autrement dit, dans un os jeune avec une belle corticale, la vis standard aura un magnifique effet d'étau et de compression, alors que dans un os porotique, la tenue sera moins bonne et donc la compression de la plaque sur l'os sera moins bonne, le risque étant bien sûr un démontage relativement précoce dans ces os ostéoporotiques. A l'inverse, la tenue d'un matériel à vis verrouillée se fera indépendamment de cet effet friction. Donc il n'y a pas de contact intime entre l'os et la plaque sur la corticale. Il y a donc un respect du périos. Et là, on voit poindre l'effet biologique et l'intérêt biologique de cette innovation. Et cette fixation de la vis dans la plaque, et donc une fixation de l'implant indépendante de l'effet friction, permet d'avoir une meilleure, plus grande résistance aux contraintes axiales, notamment dans un os fragile. Là encore un petit film pour vous montrer que finalement l'ensemble des contraintes seront absorbées et passera par le matériel, laissant indemne l'espace entre la plaque et le périoste, laissant donc libre la vascularisation périostée. Il y a bien évidemment des faillites, que ce soit avec un implant standard ou un implant verrouillé. La moindre résistance des matériels standards aura pour effet d'avoir des contraintes en cisaillement sur la première corticale pour la vis et en arrachement sur la deuxième, avec finalement une faillite séquentielle des montages dits standards, séquentielle puisque les vis vont finalement reculer au niveau d'une chambre de mobilité en partant de la zone de fracture. A l'inverse, le système verrouillé, qui est un système monobloc, comme je vous l'ai dit en introduction, aura bien évidemment une faillite monobloc. Alors certes, il y a une plus grande résistance de ces implants, mais le corollaire sera que lorsqu'il y a une faillite, celle-ci sera plus importante et les dégâts osseux plus importants. Les dégâts osseux vont se faire dans ce que moi j'appelle une faillite en cône d'ombre au niveau d'une véritable chambre d'attrition, avec en général un arrachage de fragments osseux plus important et fixé à la vis. Alors si ce matériel a été développé, c'est qu'il présente des avantages bien évidemment. Le premier est biologique avec le respect de la vascularisation périostée, puisque le contact intime entre la plaque et l'os n'est pas nécessaire pour un implant verrouillé. Et ici, on voit schématisé par ce petit film que la vascularisation périostée est conservée par les implants verrouillés. Les autres avantages sont mécaniques, avec une stabilité axiale et angulaire accentuée au niveau de l'implants verrouillé. Ce d'autant plus que le plus souvent dans les laboratoires,
au niveau de ces implants, produisent et fabriquent des orientations de vis qui soient convergentes ou divergentes, ce qui a pour effet d'augmenter encore plus les contraintes à l'arrachage. Troisième avantage mécanique, c'est-à-dire qu'il est possible de mettre en place des vis monocorticales. Ayant une tenue dans la corticale et une tenue dans la plaque, vous avez finalement un véritable cadre de tenue pour les implants verrouillés, alors que pour les implants standards, il y aura un axe de rotation sur la corticale, le démontage étant donc plus facile avec des charges moins importantes. Le corollaire est que si vous mettez des vis qui soient bicorticales, vous avez donc un double cadre pour un système verrouillé et donc une meilleure tenue en comparaison à un implant standard, même chez un os jeune avec une corticale épaisse. Le cinquième avantage est mécanique également, avec une tenue initiale de la réduction qui sera meilleure, puisqu'il n'y aura pas de possibilité avec ces vis verrouillées de ramener l'os à la plaque, autrement dit, pas de déplacement au moment de l'ossosynthèse si vous utilisez un moyen de fixation de type verrouillé. Enfin, le dernier avantage qui n'est pas le moindre, c'est-à-dire que les déplacements secondaires sont moins importants, moins fréquents et nécessitent, s'il doit arriver, une contrainte beaucoup plus importante avec des implants verrouillés, puisque la fixation se fait entre la plaque et la vis essentiellement. Quelques points spécifiques sur les implants à proprement parler. Donc la vis, nous en avons déjà un petit peu parlé. Soit ces implants sont en titane ou en acier, en fonction des écoles et des philosophies de chacun. Certaines de ces vis sont auto-perforantes, et le plus souvent, elles sont toutes auto-taraudeuses. En fonction du type de laboratoire, l'empreinte de la vis est soit en étoile Star Drive, soit hexagonale. L'élément plus important est certainement les plaques. Certains laboratoires proposent des plaques avec des trous combinés, autrement dit, possibilité de mettre en place une vis standard et une vis verrouillée au niveau du même trou, qui ici est donc combiné. L'intérêt est de permettre une fermeture d'une fracture éventuellement si vous voulez réaliser ce genre de geste en passant une vis standard par le trou dit combiné. Autre avantage, ça permet d'orienter la vis standard pour aller chercher un fragment osseux spécifique. Enfin, ça permet de s'affranchir de l'encombrement prothétique en orientant la vis et d'aller chercher une tenue suffisante. Et là, je reviens sur la communication de Sébastien et le risque de fracture périprothétique chez les patients jeunes et sportifs. Enfin, ces trous combinés permettent la compression du foyer de fracture à l'instar d'une vis et d'une plaque standard. Et enfin et surtout, ça permet de ramener l'os à la plaque et d'utiliser cette plaque comme un moule de réduction. Et j'insisterai sur ce moule de réduction à multiples reprises. Ces plaques sont dites anatomiques, autrement dit adaptées à n'importe quel os, que ce soit au niveau du membre supérieur ou du membre inférieur. Bien évidemment, membre inférieur, membre supérieur, mais aussi côté droit, côté gauche. Et ces implants dits anatomiques, quel que soit le laboratoire, correspondent globalement à 80% de la population. Il n'est pas possible de satisfaire la physiologie de tout le monde. L'intérêt de ces plaques anatomiques, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on peut les utiliser comme un moule de réduction, c'est-à-dire que l'os doit venir à la plaque. Il ne faut pas que ce soit la plaque qui aille vers l'os, au risque d'induire une attitude vicieuse et donc un cal vicieux. Du point de vue théorique, en utilisant ces plaques dites anatomiques, la réduction doit être parfaite et anatomique. Autre élément de matériel, c'est l'utilisation de canons de visée ou de guides mèches vissés qui sont essentiels et qui ont déjà été mis en évidence dans les années 30. Ces canons de visée permettent un méchage parfaitement dans l'axe et donc un positionnement de la vis parfaitement dans l'axe du filetage de la plaque. Autre élément essentiel que nos jeunes oublient souvent lors de ces réalisations techniques, c'est l'utilisation du tournevis dynamométrique qui présente une imitation de couple et de frottement, tout ça pour éviter de coincer la vis dans la plaque et autrement dit dépasser son seuil de verrouillage. Enfin, la quasi-totalité des laboratoires proposent des ancillaires mini-invasifs qui permettront justement de pratiquer de façon relativement aisée cette chirurgie mini-invasive dont nous parlerons tout à l'heure. Donc en résumé, ces implants verrouillés sont des montages monoblocs, autrement dit un véritable fixateur interne. La stabilité primaire est indépendante de l'effet friction et donc de la qualité osseuse, avec un respect de la biologie et du périoste. Ces implants permettent une stabilité axiale angulaire de qualité, ce qui permet d'avoir une tenue mécanique augmentée. Ces plaques sont anatomiques, à utiliser donc comme un moule de réduction. Bien sûr, tout ça fait que la biomécanique est propre et finalement correspond à une nouvelle philosophie de l'ossosynthèse. Autrement dit, ces éléments autorisent une chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive est une chirurgie biologique avec respect de l'hématome des tissus mous, respect de la vascularisation périostée, nous en avons déjà parlé, et j'ai déjà insisté sur le fait que ces systèmes verrouillés sont parfaitement adaptés à cette chirurgie mini-invasive et à ces réductions indirectes de la fracture.
Pour autant, ces montages sont spécifiques avec des règles mécaniques simples, c'est vrai, mais qu'il faut connaître. En chirurgie mini-invasive par plaque verrouillée, les montages doivent être longs pour permettre une absorption des contraintes, avec 5 trous au-delà de la fracture, une alternance de trous libres et de vis verrouillées. Il faut au moins 3 à 4 vis au niveau du fragment métaphyso-épiphysaire. Les vis doivent être bicorticales, ce qui fait que vous avez donc 2 cadres par vis. Et enfin, selon Stoffel, ces vis verrouillées doivent être localisées à proximité d'une fracture complexe pour rigidifier la fracture, et au contraire à distance d'une fracture simple, permettant d'obtenir certaine élasticité du montage. Les principes de cette chirurgie mini-invasive, c'est le caractère non articulaire de ces fractures, bien évidemment. Fractures essentiellement localisées au niveau du membre inférieur, et les fractures périprothétiques sont certainement l'utilisation et l'exemple type de cette chirurgie. La recherche de la réduction se fait à l'échelle du segment osseux. Autrement dit, la chirurgie et la marqueterie fracturelle ne sont absolument pas nécessaires. Ce qu'il faut, c'est reconstruire l'axe mécanique du segment osseux par l'intermédiaire d'une reconstitution de l'axe anatomique. En ce sens, on parle de bridging surgery avec un pontage de la fracture, autrement dit une chirurgie biologique. Cette chirurgie biologique est rendue possible par le caractère verrouillé des implants et donc le système fixateur interne de ces éléments monoblocs. Vous l'avez compris, la chirurgie mini-invasive sera facilitée par l'utilisation d'ancillaires lisses adaptés. Donc la réduction, ce qui est certainement l'élément important, se décompose en 2 phases pour notre part. La phase préopératoire avec bien sûr planification, évaluation du matériel, choix du type d'installation qui, en fonction du type d'installation, surtout si c'est sur une table orthopédique, sera finalement à la frontière de la phase préopératoire, de la phase péropératoire, de la réduction de cette fracture. La phase préopératoire, c'est donc planification, ce qui permettra de choisir le matériel, l'installation, et un petit point sur les repères cutanés. Planification pour comprendre la fracture, autrement dit en éliminer les contre-indications, comme ici un exemple d'une fracture articulaire qui nécessite, notamment au membre inférieur, une réduction parfaite. Cette planification permettra de choisir le type d'implant, le type de plaque, la longueur, de définir l'installation et la stratégie opératoire dans les moyens de réduction. Le matériel, choisir les implants certes, mais vérifier qu'ils soient disponibles, qu'ils soient stériles, que vous ayez la longueur disponible de la plaque que vous voulez. Pareil pour l'installation, soit vous prenez l'option d'une table orthopédique, soit vous prenez l'option d'une table standard. Vérifiez que tous les éléments de la table orthopédique soient disponibles, et notamment cet appui distal qui permet de contrebalancer l'extension du fragment distal, pour l'exemple d'un fémur distal. Ici, sur cette table orthopédique, le contrôle scopique sera aisé. Il faut avoir à l'esprit que cette installation doit se faire par l'opérateur et vérifier que le contrôle scopique soit facile de face et de profil. Je vous rappelle que nous sommes en chirurgie mini-invasive et que nous ne voyons pas l'os par nos petits yeux. Les repères cutanés permettent de délimiter la fracture, les implants, permettent bien sûr de diminuer la dose de rayon, puisque nous sommes en chirurgie mini-invasive, et permettent d'avoir des repères faciles et évidents, et notamment de choisir au besoin d'adapter la taille de la plaque. Les éléments et les astuces péropératoires seront les manœuvres de réduction. C'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant dans cette technique. Ils sont au nombre de 10, nous allons les revoir les uns après les autres, peuvent être utilisés seuls, mais le plus souvent en association. Oui. La traction dans l'axe, nous en avons déjà un petit peu parlé, soit c'est l'aide opératoire avec bien sûr les limites humaines de cette technique, soit c'est le fixateur externe temporaire en utilisant ici le bistouri électrique comme fil à plomb, soit la table orthopédique à l'instar d'un enclouage. Utilisation d'un appui externe, nous en avons déjà un petit peu parlé, avec ici un appui externe fixé sur la table orthopédique qui permettra de contrebalancer un déplacement dans un plan antéro-postérieur. La position de cet appui distal est essentielle parce que vous voyez qu'à quelques centimètres près, la réduction est améliorée. Le caractère anatomique des plaques, nous en avons parlé, c'est quelque chose d'essentiel. La plaque ne peut servir de moule de réduction que si 2 éléments sont associés, autrement dit le parallélisme de la plaque à la corticale latérale de l'os en question et le parallélisme articulaire des vis épiphysaires. Autre truc et astuce, le vissage en rappel, qui est le corollaire de l'utilisation de la plaque anatomique, soit avec une vis en standard qui permettra donc de ramener l'os à la plaque, permettant d'obtenir une réduction anatomique sur cette plaque utilisée comme moule. Ici, un autre exemple, sur une fracture du fémur distal, avec une écaille qui est parfaitement fermée par ce vissage en rappel. Vous pouvez parfois utiliser un des éléments qui est disponible dans l'ancillaire, notamment ici un tire-fond, qui permettra, après avoir positionné la plaque de façon anatomique, avec les 2 repères dont on a parlé, et de ramener progressivement l'os
à la plaque et d'obtenir finalement une réduction tout à fait anatomique de face et de profil par cette chirurgie mini-invasive sur un exemple de fracture périprothétique. Le brochage temporaire intrafocal, à l'instar de Kaponji, qui permet de contrôler dans un plan sagittal et frontal et qui doit être laissé en place jusqu'à la stabilisation définitive. Il faut bien évidemment faire attention à un éventuel refend articulaire et à la qualité de la corticale antérieure osseuse, parce que c'est sur celle-ci que l'on s'appuie. La broche joystick permet de mobiliser un fragment, d'aller le réduire et d'aller le fixer temporairement jusqu'à ce que la fracture soit parfaitement stabilisée par la plaque. Le vissage temporaire, ici nous voyons que la traction dans l'axe par le fixateur n'est pas suffisante, l'utilisation de la plaque anatomique non plus. Nous avons donc mis en place un vissage temporaire qui permet une réduction de qualité. Le davier pointu ou davier collinéaire qui remplace la vis standard et qui permet de ramener l'os sur la plaque, permettant là aussi une réduction anatomique. Enfin, le cerclage percutané qui peut être utilisé soit en premier, permettant de réduire la fracture, avec ici un contrôle mini-invasif et une réduction anatomique qui sera bien sûr complétée par une ossosynthèse classique par plaque. Soit alors l'utilisation d'un cerclage sur la plaque permettant de s'affranchir de l'encombrement prothétique comme ici sur cette fracture périprothétique, permettant d'assurer la tenue proximale en regard de la plaque. En conclusion, nous pouvons dire que ce matériel verrouillé est une philosophie nouvelle, un matériel exigeant avec un respect des règles de pose qui est essentiel. Les montages sont spécifiques avec une mécanique propre qui doit être connue. Nous en voulons pour preuve l'évolution constante des connaissances eu égard aux nombreuses publications qui sortent chaque année. Le matériel est efficace, mais il ne souffre aucune erreur technique avec une sanction qui est immédiate, le respect des règles étant essentiel. La chirurgie mini-invasive est élégante, certes, mais exigeante. Le but est bien sûr l'axe osseux et non pas la marqueterie fracturaire. Et le chirurgien est finalement son plus grand ennemi. Merci. Merci Mathieu pour nous avoir fait part de ton expertise dans ce domaine. Thierry Béguet, qui est également un traumatologue averti, va modérer ta session. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, je voudrais féliciter d'abord Mathieu Ellinger pour cette communication intéressante, mais qui a l'inconvénient de sommer un certain nombre de concepts très différents, c'est-à-dire les plaques d'ostéosynthèse verrouillées, la chirurgie biologique et les voies d'abord mini-invasives. Et donc en fait, mon commentaire va porter plutôt sur la séparation des trois notions autorisées par l'utilisation des plaques verrouillées. En fait, c'est un concept totalement différent et en tant qu'enseignant, mon problème, je pense que c'est notre problème, c'est de l'enseigner aux plus jeunes parce qu'ils ont des traités qui sont encore des traités classiques montrant l'utilisation de plaques usuelles, on va dire avec des vis standards, apprises par l'ensemble des acteurs chirurgiens. Et je pense que tout le monde ici dans la salle, à un moment ou à un autre, utilisait ces plaques classiques. Et nous sommes en train, avec ces plaques verrouillées, en train de révolutionner ce concept de l'ostéosynthèse. Et donc là, nous avons un vrai problème d'enseignement pour bien faire comprendre aux plus jeunes la différence de concepts mécaniques. Alors, une fois qu'on a ces matériaux dont les contraintes et les possibilités sont évidentes, il nous faut ensuite voir les possibilités d'application. Et c'est là où l'intellect du chirurgien vient développer et pousser les indications de façon extrêmement lointaine sur cette chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire la possibilité, avec des abords extrêmement limités, de profiter de ce système verrouillé pour limiter nos abords et nos approches. Et d'ailleurs, il est assez étonnant que ce soit l'école strasbourgeoise qui développe l'ostéosynthèse dynamique par emplouage centromédulaire qui reste aujourd'hui un peu les promoteurs de cette ostéosynthèse par plaque verrouillée. Ils ont appliqué aux plaques ce qu'ils avaient démontré avec les clous et donc ils sont là encore le temple de l'ostéosynthèse dynamique en utilisant finalement aujourd'hui tous les matériaux possibles. Mais je voudrais quand même revenir sur la notion de chirurgie biologique. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas moderne. Je profite de la présence d'Henri Judet. Moi, j'étais tout petit, jeune. Ton oncle et ton père m'ont appris effectivement une ostéosynthèse biologique avec ces grandes comminutions dans lesquelles il fallait ponter des fractures. Eh bien, on a cette fois-ci plus de facilité avec des matériaux plus résistants, qui fléchissent moins et qui ont de meilleures contraintes. Néanmoins, aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, c'est de pouvoir déterminer par, on va dire, la médecine par la preuve, quels sont les réels avantages ou les réelles situations où nous pouvons utiliser ces plaques verrouillées en l'utilisant en mini-invasif avec la chirurgie biologique. Voilà mes commentaires sur cette ostéosynthèse, en sachant qu'il y a plusieurs concepts mélangés et il faut bien les séparer dans l'enseignement.
Une ou deux questions dans la salle. Merci beaucoup Thierry. Effectivement, c'est une chirurgie très exigeante, un matériel qui est exigeant, encore moins que l'ostéosynthèse conventionnelle qui souffre encore moins d'imperfections, mais qui donne, lorsque les règles sont bien utilisées, des résultats qui semblent supérieurs à ceux de l'ostéosynthèse conventionnelle. Jean-Yves ? Je voulais aller un peu dans le sens de la remarque de Thierry Béguet. Je suis un peu plus vieux que toi, Mathieu, donc j'ai connu des choses un peu que tu n'as sans doute pas connues. Et en fait, le concept d'ostéosynthèse biologique, moi je ne l'ai pas appris chez les Judées, mais je l'ai appris à la haut, chez Perren, qui avait développé déjà il y a probablement une trentaine d'années la plaque dite LC-DCP, low contact comme on dit en français, qui était déjà une sorte de plaque biologique. Et j'ai vu chez Reinhold Gans, il y a aussi une trentaine d'années, une ostéosynthèse de fémur avec une plaque standard qui allait du trochanter au condyle, avec une vis dans les condyles, une vis au-dessus du foyer de fracture, une vis juste au-dessus et une vis dans les trochantères. Donc 4 vis pour une fracture du fémur. Et il appliquait déjà le concept d'ostéosynthèse longue pour diminuer le brin de levier sans avoir des vis et des plaques différentes. Donc effectivement, il faut bien faire la part des choses, je crois, entre les différents concepts, et je suis d'accord pour dire que la plaque verrouillée aujourd'hui est la quintessence de tous ces petits progrès additionnés. Dans la présentation d'ailleurs dans les années 2004 de ce matériel, le LC-DCP était la transition, si on était là je crois, je me souviens lors de ces présentations initiales, était la transition par rapport aux anciennes plaques DCP vis-à-vis des plaques verrouillées. Donc elles s'inscrivent complètement dans ce que tu viens de dire. Une autre question ? Justement, je reviens sur ce problème de la transition entre les DCP et les plaques verrouillées actuelles. Est-ce que vous pensez que le fait que les unes soient en 316L, les autres en titane, grâce à la modification de leur module d'élasticité, est un gros avantage? Alors effectivement, le problème du matériau utilisé pour la construction de ces implants fait débat dans la pratique quotidienne, dans la littérature. Moi, j'aurais tendance à penser, ce qui a été prouvé par quelques papiers récents, qu'un montage en titane permet une remise en charge immédiate, à une meilleure élasticité et permet une consolidation a priori facilitée. Il est vrai que l'élasticité plus importante du titane évite la déformation de la plaque en acier qui elle est plus plastique et risque, lorsqu'on est en contrainte, de se déplacer progressivement. Alors ce débat fait rage dans la littérature et comme je dis au quotidien, avec certaines équipes qui restent fervents défenseurs du titane, certains défenseurs de l'acier. Le souci du titane peut être effectivement l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. C'est pour ça que je me suis permis de parler un petit peu de la technique proprement dite et de la nécessité d'utiliser ces canons de visée et les tournevis dynamométriques pour éviter de coincer cette vis et plutôt de la verrouiller convenablement. Juste une question, on a vu un procédé technique très intéressant et très brillant, mais est-ce qu'on a la preuve que ça consolide plus vite? Ça consolide bien. Est-ce qu'une fracture du fémur consolide toujours en 3 mois ou est-ce qu'elle consolide en 6 semaines avec ces techniques mini-invasives? On a fait plusieurs études sur le sujet, pas véritablement de comparaison entre l'enclouage par exemple ou l'ostéosynthèse par plaque parce que les indications ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, en 6 à 10 semaines, vous avez une consolidation d'une fracture fémorale par cette chirurgie mini-invasive. Quelques papiers de la littérature ont comparé pour autant que ce qu'ils pouvaient comparer et c'est un petit peu plus long pour d'autres chirurgies que pour cette chirurgie mini-invasive si vous comparez plaque mini-invasive et plaque à foyer ouvert. En dehors de l'utilisation dans les fractures métaphysaires, diaphysaires pour certaines, ça a aussi un très grand intérêt dans les fractures autour des prothèses, qu'elles soient interprothétiques ou qu'elles soient périprothétiques. Parce qu'effectivement, c'est un matériel qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de modes, enfin de visées, et qui permet aussi d'utiliser le concept justement du foyer fermé. Donc c'est aussi un progrès dans ce domaine. Donc les indications essentielles sont effectivement les fractures périprothétiques et les fractures très proches des articulations où l'enclouage est extrêmement difficile à réaliser, notamment au niveau du tibia proximal avec des cales visseux sagittaux qui sont extrêmement fréquents. C'est très technique de mettre un clou pour ces fractures proximales du tibia. L'ostéosynthèse par plaque mini-invasive associe la biologie à un montage qui est mécaniquement stable, qui permet dans notre pratique, selon quelques règles, une remise en charge immédiate en post-opératoire, ce qui est bénéfique pour les personnes âgées.
et qui permet de s'affranchir de ces difficultés techniques de l'enclouage. Donc c'est vrai que c'est une chirurgie élégante, mais qui doit être posée dans ses indications. Il est vrai que nous, Strasbourgeois, pour une fracture diaphysaire classique, en dehors d'un implant, en dehors d'une fracture sur prothèse, l'enclouage reste quand même le gold standard, évidemment. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Thierry.